Nous évoquerons maintenant les contraintes propres aux sociétés cotées en 3 temps. Après avoir présenté la question, nous verrons les obligations de transparence à la charge de la société cotée et les obligations propres aux dirigeants et aux actionnaires des sociétés cotées. Nous avons évoqué les nombreux intérêts qui s'attachent à la cotation pour une société. Mais il faut aussi avoir conscience de l'importance des contraintes propres à l'admission aux négociations sur un marché réglementé. À vrai dire, la vraie distinction à opérer entre les sociétés n'est pas celle de la forme sociale, mais celle de la cotation. Il y a bien plus de proximité entre une SARL et une SA de famille, fermée, avec clause d'agrément et pacte d'actionnaires, qu'entre cette même SA et une SA cotée. La cotation, en effet, déclenche un nombre considérable de contraintes juridiques que nous allons maintenant évoquer. On ne peut évidemment les aborder toutes, car elles sont considérables et contenues dans le règlement général de l'autorité des marchés financiers, dans le code de commerce et dans le code monétaire et financier. Nous n'allons évoquer que les contraintes qui procèdent d'un souci de transparence des marchés. En effet, la réglementation boursière et le droit des sociétés cotées sont sous-tendus par la théorie de l'efficience des marchés, l'Efficient Market Hypothesis, proposée par le prix Nobel américain Eugene Fama. Or, la transparence est au cœur de la théorie de l'efficience et donc au cœur de notre réglementation. Pour évoquer ces contraintes, nous pouvons distinguer d'une part les obligations de transparence qui pèsent sur la société et d'autre part les obligations de transparence concernant les dirigeants et les actionnaires. Tout d'abord donc, les obligations de transparence à la charge de la société. En matière de marché financier, l'information est décisive en raison du caractère abstrait des valeurs mobilières. L'investisseur qui achète des titres achète une perspective de progression de la situation de la société, une éventualité de profit. Et il prend un risque rationnel, mais informé. D'où l'importante contrainte de l'information dite réglementée. Cette information réglementée est constituée par les documents requis par le règlement général de l'AMF et le code de commerce également. Constituer cette information entraîne une charge de reporting considérable. On ne peut évoquer que les documents les plus importants. Le rapport financier annuel, d'abord, qui doit être publié et déposé à l'AMF dans les 4 mois qui suivent la clôture de l'exercice. Le rapport financier semestriel, qui doit être publié et déposé à l'AMF dans les 2 mois qui suivent la fin du premier semestre de l'exercice. Et encore, l'information financière trimestrielle a été, fort heureusement, supprimée en 2015. Autre rapport qui est demandé, le rapport sur le contrôle interne et le gouvernement d'entreprise. Il s'agit du rapport du président du conseil d'administration ou de surveillance relatif aux conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil d'administration ou de surveillance, ainsi qu'aux procédures de contrôle interne. Par ailleurs, l'information réglementée des sociétés cotées doit aussi comporter de nombreuses indications sur le capital comme le nombre total de droits de vote, le nombre d'actions émises ou les éventuels programmes de rachat de ces titres par la société. Certaines de ces informations doivent être communiquées de manière périodique, c'est le cas des rapports financiers, mais d'autres doivent l'être de manière permanente lorsque l'hypothèse se présente. Par exemple, c'est le cas de l'obligation de porter à la connaissance du public, et ce dans les plus brefs délais, toute information privilégiée susceptible, si elle était rendue publique, d'avoir une influence sensible sur le cours de la société. Mais l'information réglementée n'est pas la seule à être requise de manière impérative. Pour les sociétés anonymes cotées, le Code de commerce ajoute des exigences supplémentaires à celles qui sont normalement requises pour toute SA. Le rapport de gestion en est un exemple très révélateur. Pour les sociétés cotées, le rapport de gestion doit apporter des précisions sur les mandats d'administrateurs exercés dans d'autres sociétés, sur la rémunération des mandataires sociaux, ce qui vise notamment le régime des parachutes dorés ou les retraites chapeaux. Le rapport doit aussi contenir des informations sur l'impact social et environnemental de la société. Ces lourdes obligations d'information ne sont pas à prendre à la légère. De nombreuses sanctions, de diverses natures, sont prévues.
La société, comme ses dirigeants, peuvent d'abord engager leur responsabilité civile, non seulement en l'absence d'information, mais aussi en cas d'information fausse ou imprécise. Ils peuvent aussi engager leur responsabilité pénale, soit au titre de délits de droit commun, comme le faux ou l'usage de faux, soit au titre des infractions commerciales, comme le délit de publication de comptes inexacts, soit encore au titre des divers délits boursiers, le délit d'initié et ses variantes, le délit de diffusion d'une information fausse ou trompeuse, ou encore le délit d'entrave au fonctionnement régulier d'un marché par manipulation de cours ou d'indices. Et pour faire bonne mesure, il ne faut pas oublier non plus le pouvoir de sanction de l'autorité des marchés financiers. En pratique, ce pouvoir est plus redoutable et effectif que celui du tribunal correctionnel. On parle certes de manquements administratifs, mais les sanctions pécuniaires peuvent être de plusieurs millions d'euros. On vient de brosser à grands traits les obligations de transparence des sociétés. Les dirigeants, en tant qu'ils agissent au nom de la société, peuvent se voir sanctionnés pour n'avoir pas satisfait aux obligations d'information requises de la société. Mais d'autres obligations pèsent personnellement sur eux, ainsi que sur les actionnaires. Examinons donc maintenant les obligations propres aux dirigeants et aux actionnaires. Et commençons par les obligations propres aux dirigeants. Les dirigeants de sociétés cotées sont astreints à des règles très contraignantes afin de prévenir les conflits d'intérêts et les opérations d'initiés. D'une part, leurs actions doivent être mises au nominatif, car spontanément les actions d'une société cotée sont au porteur, ce qui est une nécessité pour permettre les transactions sur les marchés. C'est d'ailleurs pour cela qu'en moyenne 30 à 40% de l'actionnariat des sociétés cotées est totalement inconnu. Mais pour éviter les opérations d'initiés, les dirigeants, mais aussi leurs conjoints et leurs enfants mineurs, doivent déclarer à la société le nombre d'actions qu'ils détiennent, ce qui permet d'en contrôler une éventuelle cession. D'autre part, les dirigeants doivent déclarer dans les 5 jours de bourse toutes les transactions sur les titres de leur société. Et c'est là encore une logique classique de conflit d'intérêts. Il s'agit de prévenir les conflits et de contrôler les opérations des dirigeants qui sont faites pour leur compte personnel. Mais les dirigeants ne sont pas les seuls concernés. Certains cadres supérieurs, ainsi que toute personne ayant des, je cite, des liens personnels étroits avec ces mêmes personnes, leurs proches, doivent procéder à ces déclarations. La cotation de la société entraîne aussi certaines obligations spécifiques pour les actionnaires. On peut en relever 4 principales. Premièrement, l'obligation de communiquer les franchissements de seuil et de déclarer ses intentions. Tout actionnaire qui vient à franchir à la hausse comme à la baisse un certain seuil de détention du capital ou des droits de vote de la société, 5, 10, 15, 20, 25, 30, etc., doit impérativement en informer la société et l'AMF dans les 4 jours de bourse, à peine de sévères sanctions. Deuxième obligation, l'obligation de rendre publics les pactes d'actionnaires, du moins lorsque ceux-ci portent sur au moins 0,5% du capital ou sur 0,5% des droits de vote. Troisième obligation, celle de rendre publique la préparation de toute opération financière susceptible d'avoir une incidence significative sur le cours d'un instrument financier. C'est notamment pour ne pas avoir respecté cette obligation que LVMH, lors de sa tentative avortée de prise de contrôle d'Hermès, a reçu une sanction pécuniaire de l'AMF de 8 millions d'euros. Enfin, quatrième obligation, tout actionnaire a l'obligation de répondre aux demandes de l'AMF en cas d'application du dispositif anti-rumeur. Lorsqu'il est raisonnable de penser, au regard de certains indices, qu'une personne prépare une offre publique d'acquisition, l'AMF peut demander à cette personne de se déclarer et de préciser ses intentions dans un certain délai. On le voit, les contraintes de la cotation sont multiples, pour la société au premier chef, mais aussi pour ses dirigeants et même pour ses associés. Ces contraintes génèrent des coûts et des responsabilités importantes, d'où la nécessité de bien apprécier au préalable tous les paramètres du bilan coût-avantage de la cotation.